Cette semaine, Divéo Média nous présente la chapelle des Landelles à Herbrae. Au village des Landelles, la vieille chapelle s'est écroulée en 1894 avant d'être rebâtie 2 ans plus tard. Le site a par ailleurs longtemps été réputé pour ses poteries. Regardez. Je suis né ici. Il y en a qui sont nés au village. Quand je suis allé à Nantes aux Archives des Plates à Ronval, c'était pour faire des recherches sur ma maison, parce que bon, je savais que c'était une ancienne maison de potier, et je voulais connaître l'histoire de cette maison. J'ai réussi à remonter jusqu'en 1800 et quelques, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à 1800 et quelque chose. Et j'ai retrouvé Gobet, François Potier aux Landelles, père et fils. Le fils, il a arrêté en 1880 et quelque chose. Il est mort à 80 ans. Il a acheté sa maison, il avait 70 ans. Il faut savoir combien il y avait de potiers dans le village. Dans le village, il y avait 10 potiers à peu près. Et ils travaillaient deux par deux. Hein. Parce que quand il y avait un four, il était pour 2 potiers. Il n'était pas pour un seul. C'était trop onéreux. Donc il fallait le remplir absolument. Pour la cuisson, pour que ce soit rentable. Aussi, il faut que je vous dise qu'ils ont fait de la brique pour le château de Châteaubriand et des tomates. Parce que le village était sous la seigneurie. Ils avaient main basse sur les potiers. Quoi. Ils achetaient la terre au seigneur, ils redonnaient en poterie faite au seigneur. Là, ils faisaient de la vaisselle aussi, ils faisaient un peu de tout. Quoi. Il y avait des fosses à potier dans les marais, il y en avait à Pochène. Ben, c'est des fosses qu'on creusait pour récupérer l'argile. Cette argile elle était grossière, donc il était obligé de la mettre en bloc et puis la laisser sécher, après la broyer et la tamiser pour pouvoir l'utiliser, pour enlever tous les déchets qu'il y avait dedans, parce que c'était pas une terre elle était impure. Quoi, si tu veux. J'ai retrouvé des briques qui ont été faites ici et des tomates qui ont été faites par les potiers d'ici. Bon, une petite collection quoi. La première chapelle, avant qu'elle s'écroule, elle s'appelait Notre-Dame de Liège. Et on a donné le nom de Notre-Dame de Bon Secours à la deuxième chapelle, parce qu'il y a eu beaucoup d'aides de gens et puis de seigneurs qui ont donné de l'argent pour finir la construction de la chapelle. Parce que les gens du village n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir la finir, à l'époque. C'était en fin de... Tout était en fin de vie. Hein. La toiture, le tuffeau du clocheton puis du pignon. Et puis ben, l'accès pour personnes à mobilité réduite, parce que bon, les anciens ne voulaient plus venir à la messe annuelle à la chapelle à cause de ça, parce que les marches étaient trop raides pour y accéder. Quoi. Et puis le projet il a abouti avec le maire Juel. Et ils ont pris la municipalité, ils ont pris la décision de refaire la toiture et puis de refaire le tuffeau du clocheton.
plafond a été offert en 1906, c'est ça, oui, je regarde, 1906 par Gobet Jules de Beauchêne. C'était le châtelain de Beauchêne, quoi, parce qu'ils étaient trois ou quatre frères. Et il n'y avait pas de plafond, vous voyez la toiture. Et puis il a offert l'habillement il a fait faire un plafond pour rendre plus agréable la vie à la chapelle. Aujourd'hui, bon, il est d'actualité, bon, c'est par vie, ils parlent de le refaire, quoi, bon, donc c'est déjà une belle chose, quoi. Ça fait encore remettre la chapelle en valeur encore plus, quoi. L'accès pour personnes réduites, le terrain a été offert par Hubert de Montbriand. C'est déjà une belle chose, d'avoir offert à tout le coin. Pour l'instant, le crépi n'a pas besoin parce qu'il est plus beau comme ça. Pour moi, il ne faut pas y toucher. Bon, il y a quelques fissures qu'il faudrait retravailler, quoi, surtout sur l'autre côté. Mais juste ça, c'est tout, retoucher un tout petit peu. Pour garder le vestige de l'ancien, quoi. Parce que quand on fait neuf, ça fait neuf, quoi. C'est pas beau. Il vaut mieux faire des retouches, quoi. Mais des retouches et travailler un sable pour qu'on reste dans le ton, quoi. Presque dégrader, récupérer le sable, tamiser et remettre à la chaux et s'en resservir. Parce qu'on peut le faire, moi j'ai déjà fait, et puis ça marche très bien. On n'a pas à ramener de nouveaux produits, il faut prendre ce qu'il y a sur place, le nettoyer, le remployer, et puis on remet avec de la chaux et ça repart. Et ça marche très très bien. Et puis le coût est moins onéreux. Beaucoup ne savent pas que j'ai la clé, donc ils ne viennent pas la chercher. Alors, quand je suis dans mon jardin et que je vois quelqu'un, bon, je me demande s'ils veulent voir la chapelle, ils partent comme ils sont venus. Comme ils disent, personne ne sait que j'ai la clé. C'est ça qui est dommage, parce que si les gens savaient où s'adresser, bon, il y aurait plus de visites, quoi. C'est agréable, même pour nous, habitants au village, c'est agréable, mais ceux qui viennent aussi, ils trouvent ça très bien. C'est une chose qui a été très bien faite par la municipalité. Ouais, ça fait partie du petit patrimoine et puis de la vie du village, quoi. Pour la protéger, pour que les générations qui nous suivent la connaissent, quoi. C'est tout ça. À Nantes, le Vlib.fr nous propose aujourd'hui le premier épisode d'une série qui suit des amplificateurs. Aujourd'hui, rencontre avec Adrien Maignan. Son rôle consiste à assister à des répétitions de spectacles, un premier filtre pour donner son avis. Regard, spectacle, critique, lumière, mise en scène. Lien privilégié, rencontre passionnante. Pourquoi cette phrase? Parce que voilà, on parlait d'être insatisfait dans notre époque. Le personnage d'Harry Haller, qui est le personnage principal du bouquin, est un peu comme ça en fait, un loup des steppes, où il serait totalement perdu, frigorifié, et voilà, perdu dans tout ce qui se passe autour de lui. Harry Haller. Le loup des steppes, donc Harry Haller est le personnage principal qui est très bizarre, très enfermé sur lui-même et tout ça. C'est tout l'histoire de ce loup des steppes qui me parle en fait, cet être insatisfait. Comment être finalement pas insatisfait de notre époque. Et je pense que ça a parlé énormément à Tanguy Malik Bordage quand il a lu le bouquin. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai lu le bouquin, j'ai aussi beaucoup aimé, mais aussi beaucoup vu dans ce personnage du loup de steppe.
Je suis cette pièce depuis maintenant quelques mois. Là, ça fait la 4e fois que je vais voir les répétitions. Au début, il n'y avait pas le son, il n'y avait pas la lumière. Maintenant, il y a le son, la lumière, mais aussi maintenant, on est dans le TU. Parce qu'avant, c'était au studio Saint-Georges. Donc, ça change pas mal de choses. Donc, ça évolue au fur et à mesure. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Je me sens un peu responsable après d'en parler. C'est comme, voilà, comme quelque chose finalement sur lequel on n'intervient pas du tout. On n'est pas metteur en scène, on n'est pas comédien, mais on est amplificateur. On est un témoin de ce qui se passe comme ça sur la scène, de ce qu'ils veulent, que tous les protagonistes du spectacle qu'on suit veulent mettre en œuvre. Et bien en fait, on est juste le témoin et le passeur de relais d'un possible émoi sur ce spectacle en fait. La prochaine personne qui sera en émoi devant le spectacle et qui sera autant réjouie que moi je le suis sur ce spectacle. Depuis les années 80, le nombre d'auteurs n'a cessé d'augmenter, passant d'une dizaine à plus d'une centaine aujourd'hui à Nantes. La Maison Fumetti fait partie de ces institutions nantaises qui soutiennent entre autres l'écriture indépendante. Thomas Brochard y est coordinateur, mais dis-nous Thomas, toi qui es également auteur, pour toi c'est quoi la BD indépendante de nos jours ? Je pense qu'il y a 25 ans, il y a eu une réalité de bande dessinée indépendante financièrement, économiquement, qui a généré une créativité nouvelle. C'est ce qu'on a appelé la nouvelle BD avec plein d'éditeurs qui ont vraiment bousculé les choses comme l'association Six Pieds Sous Terre, Cornelius, enfin ils étaient plein comme ça, créés il y a 25 ans. Maintenant, le fond de la bande dessinée indé, tout le monde se l'est approprié. Maintenant on peut retrouver le même objet, le même produit chez un tout petit éditeur que chez Dargaud ou Dupuis, que chez les indés dont je viens de parler, qui sont devenus mine de rien assez importants, quoi, enfin, pour certains.